Nous payons les impôts, évidemment, mais les études sont gratuites. Et quand tu as 18 ans, le gouvernement te verse presque 800 € chaque mois pour que tu puisses étudier. Waouh! Pendant que tu es étudiant, tu peux toucher jusqu'à 1800 € par mois. Comme... On te paie pour étudier à 18, 19 ans, on quitte la maison. Combien coûte à peu près un loyer au Danemark, une location, un Loyer de maison ou... appartement? À Copenhague, selon le quartier, tu peux en trouver. Voyageurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. En ce moment, nous sommes à Copenhague, au Danemark, plus précisément à Bakken, ou la colline en espagnol, le parc d'attractions le plus ancien du monde. Mais le plus intéressant dans cette vidéo, c'est que nous allons vous raconter comment est la vie dans ce pays. Nous nous sommes fait des amis danois et nous allons leur demander comment sont les salaires, comment c'est d'étudier ici, comment est la politique, l'économie. C'est-à-dire tout ce que vous devez savoir sur le quotidien d'une personne pour pouvoir mieux comprendre sa culture, ses traditions. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal de vivre ici, le beau et le laid comme on dit par là-bas. Restez avec nous, nous allons tout vous montrer. Tout. Voyageurs, je vous présente Shania et Albert. La maman de Shania, Patricia, nous a contactés sur Instagram et nous la rencontrerons plus tard dans cette vidéo. Nous a très gentiment invités chez elle pour découvrir la culture danoise. Parce que même si elle est vénézuélienne, cela fait déjà 26 ans qu'elle vit dans ce pays. Mais bon, allons-y avec eux et nous voulons leur poser des questions très intéressantes. Parlez-nous un peu de vous. Que faites-vous? Je m'appelle Albert, j'ai 23 ans et j'étudie à l'université au Danemark. Je suis à 100% danois ou viking. Et où as-tu appris à parler espagnol, Albert? Moi? Ça fait presque 2 ans que je vis en Espagne. D'accord. Entre l'Espagne et ici? Oui, entre l'Espagne et ici, oui. Et toi, Shania? Eh bien, je suis née à Turmero, donc je suis turmérénia. Mais quand j'ai eu 1 an, nous sommes partis au Danemark. Mon père est danois, donc j'ai passé ma vie ici. Cependant, j'ai beaucoup voyagé au Venezuela depuis mon enfance. Quand est-ce que tu es allé pour la dernière fois, Fréjange? Eh bien, ça fait déjà un moment, c'était en 2014. D'accord. Eh bien, il est temps que tu y retournes bientôt. Oui. C'est mon tour. Je veux vous poser plusieurs questions sur la vie danoise. Sur comment c'est de vivre ici, comment ça se passe pour les salaires, l'éducation, les transports publics. C'est-à-dire tout ce qu'un jeune de votre âge pourrait prendre en compte au moment de chercher une destination pour étudier. Ou peut-être, plus tard, un adulte envisagera de déménager au Danemark et voudra évaluer, de manière générale, quelle est la qualité de vie. Mais tout d'abord, décris-moi en quelques mots, comment est la vie au Danemark pour toi? La vie est plutôt tranquille, tu ne trouves pas? Beaucoup de sécurité, beaucoup de discipline aussi. Les Danois sont très ponctuels, ils arrivent toujours à l'heure, il y a beaucoup de structures, mais c'est un pays avec beaucoup de sécurité. Depuis toute petite, j'allais à vélo, à 9 ans, j'allais toute seule à l'école. J'ai lu que les Danois utilisent plus le vélo que la voiture. Et dans le centre de Copenhague, nous sommes tous à vélo. Tous nos amis, personne n'a de voiture, nous sommes à vélo. Oui, mais aussi parce qu'il y a des pistes cyclables partout. Et on adore l'air frais et tout ça. Comment ça se passe, l'éducation ici au Danemark? C'est très bien. Tout d'abord, c'est des gratuits. On paye des impôts, mais étudier n'est gratuit. Et quand tu as 18 ans, le gouvernement te verse presque 800 € chaque mois. Pour que tu puisses étudier et te concentrer sur tes études. Ce qui est bien, c'est que tu peux travailler, mais ce n'est pas nécessaire. Le gouvernement te verse un salaire sans que tu aies à travailler. Oui, exactement. Juste en étudiant, c'est-à-dire? Tes études, c'est comme ton travail et en plus ici, tu n'as même pas besoin d'y aller. Donc, ce qu'on a fait parfois, quand sont les matières... Si tu trouves, Cathy, que la professeure n'est pas bonne, tu peux décider de regarder des vidéos sur YouTube, de consulter les PowerPoint qu'elle a laissés ou de lire le livre. Et tu peux arriver à un examen et obtenir de très bonnes notes.
Mais moi aussi, j'adore le système, tu sais, parce que peu importe si tes parents sont très riches ou pauvres, parce que tu as la possibilité de le faire. Et ça, j'adore. Et ce n'est pas comme en Espagne, où je devais aller en cours tous les jours. Ici, au Danemark, tout est plus libre, tu peux choisir ce que tu veux. Shania m'a dit récemment qu'ils avaient un cours, je ne sais pas si c'était toi ou elle, avec l'un des fils du roi ou de la reine. Le fils du roi étudie dans notre université et il va en cours. Albert l'a vu se promener dans l'université comme si de rien n'était pendant qu'il passait un examen. Parce qu'ici, au Danemark, il y a encore une monarchie, c'est-à-dire qu'ils ont un roi qui les représente en tant que pays. Mais je pense que c'est plutôt protocolaire, il ne prend pas les décisions politiques. Ils peuvent s'impliquer dans... Les politiques. Ils sont très aimables et tout le monde, enfin beaucoup de gens les soutiennent parce qu'ils sont très calmes. Ils marchent toujours dans la rue, saluent les gens et ils sont très aimables et tranquilles. Vous me disiez aussi à l'instant qu'en plus de ce que l'État leur verse pour étudier, ils peuvent aussi travailler parallèlement à l'université. Bien sûr. Par la loi, tu peux gagner jusqu'à 18 000 couronnes, en plus de ce que te donne l'État, c'est-à-dire les 800 $, soit 6 500 couronnes, donc 18 000 plus 6 500, c'est ce que tu peux gagner. Mais il faut aussi payer un impôt sur Ça, ça. pour que vous ayez une idée, 1 euro, cela fait 7,5 couronnes, ce qui ferait ces 24 000 couronnes au total, environ 2 800 € approximativement. Et sur ces 2 800 €, tu dois payer un impôt, Oui, exactement. ce qui te laisse un montant net approximatif. C'est-à-dire, je dirais, Presque la moitié, presque. la moitié, un peu plus de la moitié. D'accord. Environ 1500 à 1800 €, quelque chose comme ça. Waouh! Pendant que tu es étudiant, tu peux toucher 1800 € par mois, ce qui est presque plus du double du salaire minimum dans des pays d'Europe, comme l'Espagne. Et sans même parler des pays d'Amérique latine, où cela peut représenter plus de 10 fois le salaire minimum. Même après avoir obtenu ton diplôme universitaire et tout. Maintenant, parle-moi un peu de la santé. Comment ça se passe avec les hôpitaux, les cliniques? Eh bien, ici, on paie un impôt de 36 %, c'est-à-dire au minimum, et à partir de là, ça peut augmenter selon combien tu gagnes. Et tout ce qui concerne la santé, sauf le dentiste. Jusqu'à 18 ans, c'est gratuit, et après, tu payes. Mais aller chez le médecin, c'est gratuit. Tu ne paies rien du tout. On me dit en gros que toute la santé est publique, mais bien sûr, elle est financée par tous les impôts qu'on paie. Le minimum d'impôt à payer est de 36 %. Quel est le maximum? Ça atteint presque 50. Presque 50 % de ton salaire, c'est le maximum d'impôts que l'on paie. Êtes-vous d'accord avec le fait de payer autant d'impôts? Est-ce que cela vous dérange? Non, ça ne me dérange pas du tout parce que je vois, bon, je paye des impôts, mais j'étudie, je peux aller à l'hôpital, je peux faire ce que je veux. Je vois qu'il y a des pistes cyclables, les autoroutes sont bonnes, on voit bien qu'on paye les impôts, donc ça ne nous dérange pas tant que ça. Waouh, c'est merveilleux. C'est vrai qu'on peut vraiment voir l'effet du paiement des impôts dans l'infrastructure, l'éducation, la santé et surtout que les gens soient vraiment satisfaits de la gestion des gouvernements et de tout ce qui est fait avec cet argent collecté. Je voudrais vous poser une question maintenant sur la sécurité parce qu'il est vrai qu'en Union européenne, en général, tous les pays sont assez sûrs. Au Danemark, j'ai été surpris parce que j'ai vu des vélos laissés dans la rue sans cadenas, c'est-à-dire complètement libres là-bas. Et je veux que vous me disiez de première main comment est la sécurité au Danemark. Avez-vous entendu parler de cas de vol ou je ne sais pas? Mais ce n'est presque pas un sujet ici au Danemark, parce qu'à chaque fois que nous voyageons, nous faisons toujours attention. Mais au Danemark, nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est comme si tu connaissais tout le monde, que tu fais confiance à tout le monde, que tu peux. Dans les supermarchés, on peut maintenant laisser ses affaires sans crainte. C'est une voiture. Dans la poussette d'un bébé, la voiture. Ils abandonnent le bébé devant le supermarché. Et les gens entrent à l'intérieur pour Faire leurs faire leurs courses au marché. car il y a de la confiance entre les gens. Waouh!
Même dans les cafés, c'est courant de voir des mamans passer des heures à l'intérieur pendant que leurs enfants dorment seuls dans leur poussette à l'extérieur. Waouh. Ça me surprendrait vraiment. Ici, le gouvernement ou la police pourrait sanctionner les parents laissant leurs enfants seuls. Mais là-bas, c'est culturel en réalité. Oui, ils disent que c'est sain que l'enfant dorme dehors, mais parce qu'il fait froid, alors il s'habitue comme ça. Ah d'accord, là il commence déjà à former un vrai viking dès la naissance. Une autre chose normale, c'est que lorsque mes grands-parents venaient ici nous rendre visite depuis le Venezuela, ils constataient qu'au Danemark, la culture est très axée sur l'homme. C'est fréquent de voir l'homme au volant et la femme derrière avec ses amis, buvant de la bière. Ma famille était choquée par cette scène. Hier, lorsqu'on est sortis, tu as mentionné quelque chose qui a vraiment retenu mon attention. Et c'est que ce sont les femmes qui s'approchent généralement des hommes pour, flirter. Eh bien, c'est vrai. C'est comme la théorie était vraie. Avec Albert, c'était comme ça, ce qui est normal après 22 ans de vie au Danemark avec un garçon danois. Il n'est jamais venu me séduire, pas même en discothèque. Attention, Shania a terminé 2e à un concours Miss Danemark. C'est une femme magnifique, et jamais un Danois ne t'a dragué. Non, apparemment, je ne suis pas si jolie. Enfin, si. C'est toi qui me le dis. Peut-être que c'est la culture, les traditions ici. Oui. C'est que les hommes sont très... Je ne sais pas, ils sont coincés. Oui, mais je pense aussi que, pour moi, je ne veux pas aller parler à une femme et qu'elle soit... Peut-être qu'elle pense que je suis comme... Elle. Je la dégoûte. Quelque chose, vous savez, je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise. C'est la raison pour laquelle de nombreux hommes refusent de le faire. D'accord. C'est intéressant de pouvoir comprendre la raison de cette tradition ou de cette culture. C'est peut-être pour ne pas gêner les femmes, pour qu'elles n'imaginent pas. Peut-être que les femmes ressentent que lorsqu'un homme s'approche d'elles, elles ne sont pas aussi attirantes. Si la norme est que la femme s'approche de l'homme, cela signifie que cette femme ne s'approchera de personne. Un homme doit-il s'approcher d'elle? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Les gars, que diriez-vous d'aller faire un tour dans le parc avant que je vous pose d'autres questions? Parfait, d'accord, qu'est-ce qu'il reste? D'accord. Je parlais avec ta maman ce matin de combien c'est beau d'être jeune ici, d'avoir la possibilité d'étudier ce que tu aimes et en plus de travailler en parallèle. Parce qu'à un certain âge, on désire gagner en indépendance. Je veux vivre seule, je veux m'acheter ce que je veux sans avoir à toujours demander à ma mère. Et toi, par exemple, tu vis seule ou tu vis avec ta... Non, je vis seule depuis mes 18 ans, c'est normal. Comment es-tu payée pour étudier? À 18, 19 ans, on quitte la maison, et voilà. Et ce processus de déménagement a été traumatisant? Du genre, ma fille a quitté la maison, et bien ma mère... Je parlais de liberté? Et c'est ce que j'aime ici, c'est que t'as tellement de liberté, tu peux vivre seul. Je veux dire, je peux acheter ce que je veux, je peux sortir à l'heure que je veux, je n'ai jamais à avoir peur de sortir quand il fait nuit. Parfois, je suis rentrée à pied de soirée à 5 heures du matin, seule. Quel plaisir! Quel bonheur de jouir de liberté et de sécurité dans son pays. Et en plus, surtout, être une femme et ressentir cette même sécurité. Que par exemple, dans beaucoup de pays, on ne ressent pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre ici? Je dirais que c'est la sécurité. Copenhague, au Danemark, en été, est l'un de mes endroits favoris. On plonge dans les canaux. Tu bois de la bière jusqu'à 4 heures du matin? Je dirais que c'est la liberté et le fait que peu importe d'où tu viens ou si ta famille n'a pas d'argent. Tu peux être avocate, médecin, faire ce que tu veux, car tu ne paies pas pour étudier. Ça, j'aime bien. Mais c'est un pays avec beaucoup de... Que se passe-t-il si un policier vous surprend en train d'enfreindre la loi? Par exemple, hier on nous disait qu'il est interdit de nager dans les canaux, mais qu'en été, tout le monde le fait. Que se passe-t-il si un policier arrive et vous dit « Regardez ce que vous êtes en train de faire ». Là-bas, ils ne s'approchent pas pour dire que c'est interdit par la loi. Montez l'eau. Après notre départ, vous pourrez y retourner. Donc ils sont vraiment très gentils. Ici, on a le festival Roskilde, les gens, ils sont vraiment très gentils. Et il y a des vidéos de gens qui boivent comme ça un beer bon. Et tu vois, les policiers arrivaient et tout le monde là en train de boire de la bière avec les policiers. Franchement, ce sont des gens vraiment, vraiment sympas. Le contact est très intime, comme en l'absence de barrières.
Hiérarchie? Hiérarchie ou imposition de pouvoir. Parce que je suis policière, je peux te dire quoi faire et comment le faire. Pas du tout, pas du tout. Enfin, ça ne se voit pas. Ça me rend folle. Oui, enfin, si tu fais quelque chose d'illégal, par exemple, enfin, vous êtes allé chez Christiana. La police sait que ça existe. En fait, quand ils y vont de temps en temps, tu les vois arriver et c'est comme si tout le monde commençait à bouger au ralenti, laissant le temps à chacun de s'enfuir. C'est comme s'ils s'en fichaient si tu te fais prendre en train de faire quelque chose d'interdit, comme entrer dans l'eau là-bas. Ils te disent juste de ne pas recommencer et c'est tout. Ce n'est pas comme s'ils allaient te mettre une amende ou t'emmener en prison, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de vivre ici? Eh bien, ça fait un peu partie de la culture. Les Danois sont un peu froids. Grandir avec une mère latine rend les choses difficiles pour moi, car l'affection, l'amour et la présence de la famille me manquent parfois. Ici, c'est peu courant, donc ça me manque vraiment. Comme, oui, ce contact très physique qu'on a. En fait, ici, on se salue comme ça. Si je ne te connais pas, comment devrais-je te saluer? Comme ça, salut. Et si on est amis? Comme ça, un peu moins. Oui, s'il y a une étreinte, et alors oui, c'est bon. En Finlande, on nous disait qu'ils ne se serrent même pas la main, c'est comme ça. Bonjour, mais c'est que moi, ici, je connais beaucoup de gens qui, avec le Covid, étaient contents parce qu'ils disaient « Ah, comme ça, on n'a pas à toucher les gens quand on les salue. » Et moi, je me disais « Quoi? » Et moi, je veux des câlins. Non, je veux un bisou, donne-moi un bisou. Que quand ils vont en boîte de nuit, comment ils dansent comme ça, chacun de son côté. Péréo, je dois les emmener parce qu'il n'y a rien de tout ça. Perreo con les tristesses. Ça me manque, le péréo. Le Perreo des Caraïbes latines. Je trouve ça impressionnant que ce que Chania n'aime pas, c'est justement quelque chose que les Latinos ont beaucoup. Bien évidemment, elle partage ses origines latines. Ressent-elle le manque de chaleur humaine? Mais toi qui as toujours été danoise et dont toute la famille est danoise, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui ne te plaît pas de vivre ici? Attention, il faut que je me prépare. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le fait d'être danoise? Eh bien, le climat est aussi parfois... Nous sommes très ponctuels. Excessivement ponctuel? Presque comme les Allemands, tu sais, très stricts. Mais c'est surtout le climat. Et en hiver, le soleil se lève à 4 heures de l'après-midi. Oui, il n'y a presque pas de soleil en hiver, donc ici l'hiver est très triste. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si les gens le savent, mais au Danemark, il y a beaucoup de gens qui se suicident. Et je pense que c'est pour ça, parce qu'il fait sombre toute la journée, presque toute la journée. Le soleil se lève à 16 heures et se couche maintenant. En d'autres termes, il se lève à 8 heures et se couche à 4 heures. Tu entres pour étudier et quand tu sors, le soleil a disparu. À 16 heures, le soleil a déjà disparu, mais il profite au moins de quelques heures. Oui, mais les gens travaillent à ces heures-là ou étudient. Et en plus, le climat qui est extrêmement froid, sans soleil, tout est sombre. C'est impressionnant ce que le soleil peut accomplir. En effet, il est prouvé que cela apporte une grande vitalité. Oui, parce que l'été au Danemark est parfait pour nous. Il fait environ 25 à 30 degrés, une très belle journée, principalement grâce à la lumière. Même le soir, il y a de la lumière, ce qui nous rend très heureux. Je suis choquée que les deux choses qu'elle n'aime pas, c'est parce qu'ils sont excessivement ponctuels. C'est-à-dire une caractéristique plutôt positive ou à cause du climat qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais à part ça, tout va bien pour vous et je vous félicite vraiment. C'est-à-dire, c'est incroyable d'avoir un pays qui fonctionne à un tel point que tout le monde se sente satisfait de la façon dont il vit. Oui, parce que ce qui manque... C'est le climat ? c'est... Qui s'imagine notre climat avec, je ne sais pas, un gouvernement, un système... Parfait, allons-y. À le construire. Famille. En qui peux-tu avoir confiance? Même le gouvernement? Regardez comme c'est beau dans ce parc. Il y a beaucoup de cerfs. Leurs bois sont spectaculaires. Voyons jusqu'où je peux m'approcher avant qu'ils ne s'en aillent. Albert, tout de suite. Chania mentionnait quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Que peu importe si tes parents étaient avocats ou médecins, que n'importe qui pouvait étudier ce qu'il voulait. Parce que l'éducation était gratuite. Même si notre pays est similaire avec l'éducation publique, il est possible d'étudier gratuitement dans les universités publiques.
Je pense qu'au moment de trouver un bon travail, ça compte beaucoup, comme les personnes que tu connais, les contacts que tu as. Ce n'est pas uniquement le cas au Venezuela, mais pratiquement partout dans le monde, y compris aux États-Unis et dans le reste de l'Amérique latine. C'est comme si tu connais quelqu'un qui peut te placer à ce poste. Dans certains endroits, même sans avoir fait d'études, et dans d'autres, oui, tu as tes connaissances, mais il faut quand même connaître quelqu'un. Alors, dis-moi, qu'en penses-tu? Ou comment ça se passe ici au Danemark? D'accord, en parlant de l'éducation, tu n'as aucun avantage si ton père est le plus riche du Danemark. En ce qui concerne le marché du travail, pas vraiment non plus, parce que tu as peut-être besoin d'une note pour obtenir un emploi ou quelque chose comme ça. Donc ce népotisme n'existe presque pas au Danemark. Il y a toujours quelque chose, mais c'est très rare. Et en parlant de l'éducation, il n'y a rien. Et comment est la loi dont tu me parlais tout à l'heure hors caméra? Oui, hein? Nous avons une loi appelée la loi sur le genre. D'accord. Et elle dit que tu n'es meilleur que personne. Donc si je suis le plus riche et toi le plus pauvre, ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas dire que tu es mauvais ou quelque chose comme ça. Nous sommes égaux, donc c'est une loi qui n'est pas une loi, mais c'est quelque chose que tous les Danois ont. Exactement, pour que tu traites les gens avec respect. En fait, il me disait qu'à l'université et tout ça, les professeurs, ils essaient pas de t'imposer leur autorité. Et d'essayer de te noter avec la plus grande sévérité possible, mais plutôt ils essaient. Il s'agit de te motiver et de t'inspirer. Exactement, ils viennent, disons, comme des amis, mais très gentils et ils veulent t'apprendre des choses. Ils ne sont pas là à te dire que tu dois faire ça, c'est plus comme tu peux le faire comme ci ou comme ça, et tu peux toujours demander de l'aide ou quelque chose comme ça. C'est ça. C'est comme de l'amitié, c'est plus qu'un professeur et toi tu es là, c'est plus comme ça, comme des égaux. Que c'est intéressant ça, parce que moi par exemple, quand je suis allé à l'université, il y avait des matières que je détestais, et ce n'était pas parce que je détestais la matière, mais parce que je détestais les professeurs. Moi je suis très porté sur les chiffres, et j'ai détesté les statistiques, tellement que j'ai dû payer des professeurs particuliers. Parce que notre professeur nous faisait sentir que nous étions minuscules, et qu'on devait danser collé, comme on dit au Venezuela, pour pouvoir réussir sa matière au lieu d'essayer de t'apprendre. J'ai tellement eu ce problème que j'ai pris un professeur particulier. Une fois la matière réussie, je ne suis plus allé en cours car la présence n'était pas obligatoire. C'était comme si je ne voulais plus apprendre, juste réussir la matière et partir, car je me sentais très mal avec ce professeur. Oui. C'est ce que nous ne voulons pas au Danemark, car... Au final, tu n'apprends pas. Oui, exactement. Et peut-être, comme dans ton cas, tu aimes les mathématiques ou autre chose, mais le professeur est mauvais. Exactement. Ça n'arrive pas au Danemark. Waouh, quel spectacle! Voyageurs. Maintenant, nous sommes venus chez Patricia, la maman de Shania, et nous allons leur poser d'autres questions sur la vie ici. Faites sa connaissance, bonjour Oufé, son compagnon. Bonjour Deneza aussi. Et Ninita là-bas, préparant quelque chose. Une salade grecque, dont nous sommes déjà de grands fans. Voici Patricia, faites sa connaissance. Salut Patty, raconte-moi un peu, qu'est-ce qui t'a amené au Danemark? Comment es-tu arrivé dans ce pays si loin du Venezuela? Je suis arrivée pour la première fois en 1997. J'ai choisi d'étudier le tourisme car mes parents possédaient une agence de voyage sur l'île de Margarita, au Venezuela. Et nous avions un travail avec la compagnie qui s'appelle Folk Lawrence, ici au Danemark. Une famille danoise parlant espagnol a proposé d'envoyer la fille 1 an pour apprendre la langue. Et quand l'année s'est écoulée et que je revenais, j'ai rencontré le père de ma fille et je suis restée au Danemark. Finalement, nous avons vécu ici, aux États-Unis, au Venezuela, puis nous sommes revenus. Et maintenant, tu as 26 ans ici, au Danemark. En quelques mots, tout d'abord, comment décrirais-tu la vie au Danemark? Courte, quelque chose de suré. Oui, un pays qui fonctionne, où tout marche, n'est-ce pas? Comment est l'éducation, la santé? Eh bien,
Ici au Danemark, quand tu payes des impôts obligatoires sur ton salaire, tout le monde doit payer des impôts. On ne peut pas y échapper. T'as tout, t'as les études. Donc, si tu vas étudier, on te paye pour étudier. On te donne presque 1 000 € par mois pour étudier. Ici, dès que tu commences le lycée, les jeunes ont accès aux études universitaires, qui sont aussi gratuites, jusqu'à un certain âge également. La santé est gratuite, tout compris. Tu vas chez un médecin généraliste. Si tu as un problème, on t'emmène à l'hôpital ou ailleurs et tout est pris en charge. En d'autres termes, tu ne remarqueras jamais la différence à ce niveau-là. À ce niveau-là, exactement. Une des choses qui m'a surpris en parlant avec Albert, c'est qu'il disait qu'on ne le remarquait pas beaucoup. Comme les différences entre les classes sociales qui n'existaient pas. Comme ce népotisme que, en fait, ta fille nous a raconté. On peut être fils d'avocat, de médecin, mais tout le monde a quand même la même opportunité d'étudier le droit, la médecine ou ce qu'on veut. Une société où tout le monde est égal, où leur objectif est d'assurer un niveau de vie équitable pour tous. C'est pour ça aussi qu'il y a la question des impôts. Si tu gagnes plus, tu payes aussi plus d'impôts et des choses comme ça, non? Pour que tout s'équilibre d'une certaine manière et que toutes les personnes puissent recevoir de l'aide. Patty, l'une des choses dont nous n'avons pas pu parler avec Shania, parce que, bon, elle est encore très jeune, et j'aimerais savoir pour vous, quel est le coût de la vie? C'est-à-dire, selon vous, de quel est le minimum nécessaire? Ou bien toute personne qui vit et travaille au Danemark peut-elle avoir une bonne qualité de vie? Oui, ici, tout le monde peut avoir une bonne qualité de vie car le contraire n'est pas toléré. Exactement, que les gens aient une très grande différence sociale. Bien sûr, tu devrais déménager dans un endroit plus économique, en périphérie par exemple, et t'organiser différemment. Le coût est élevé, c'est l'un des pays les plus chers du monde. Mais ça doit aussi être à cause des impôts, bien sûr, bien sûr. Et tu payes toujours 25% de taxes sur tout ce que tu achètes. Ah, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est 25%. Au Venezuela, nous avons 16% de taxes sur la valeur ajoutée, et dans des pays comme les États-Unis, elle peut aller jusqu'à 7%. Ici, on paie 25%. Et l'impôt sur le revenu, combien c'est? C'est-à-dire, quel est le maximum selon les salaires? On s'en débat. 40 et quelques, 38, 40 et quelques, presque la moitié. Si vous gagnez plus, alors vous atteignez le taux d'imposition maximal, qui est d'environ 45 à 46%. Près de la moitié du salaire part en impôts. Cela se voit assez bien en réalité. Tu ne remarques pas que tout est parfaitement organisé dans ce pays, sans aucun défaut? C'est pour ça que les voitures ici sont plus chères qu'en Suède ou en Allemagne. Il y a aussi une taxe. Elles sont plus chères, mais ils font ça aussi pour contrôler l'environnement. Les Danois pensent toujours beaucoup à l'environnement aussi. J'ai lu une statistique qui disait que 4 Danois sur 10 avaient une voiture, mais que 9 sur 10 avaient un vélo. Le vélo, comme tu l'as vu à Copenhague? Le vélo est une activité populaire qui favorise la santé. Que les gens vivent jusqu'à un âge avancé. J'ai connu des personnes, quand je travaillais dans le domaine de la gériatrie. Ce sont des personnes qui ont atteint 100 ans et j'en ai connu plusieurs qui ont même atteint 100 ans. À 84 ans, ils sont encore en forme et robustes pour leur âge. Raconte-nous, Patty, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? J'ai étudié la gestion ici, à un âge avancé. La commune où je travaillais a financé mes études. Lorsque j'ai débuté en tant que chef, Et comme je te l'ai dit avant, c'est un coût, c'est cher. Ici, c'est environ 300 000 couronnes, je crois, pour la formation, mais c'est payé par la commune. Cela représenterait environ 40 000 à 50 000 euros. Plus les livres et tout le reste, non? Oui. Mais je suis en gestion, donc j'ai travaillé dans des domaines comme la psychiatrie et maintenant je travaille dans 2 institutions où nous avons des jeunes atteints du syndrome de Down, d'autisme. Et c'est là que je travaille en ce moment comme gestionnaire. D'accord. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de visiter l'une des institutions ce matin. Et vraiment, c'est un très beau travail. Un très beau travail qu'ils font là-bas pour offrir une meilleure qualité de vie aux personnes qui ont ces handicaps. Allez. Quel est à peu près le prix d'une location au Danemark? Un loyer? Une location de maison? Oui, ou d'appartement? Si tu vas à Copenhague, eh bien, selon le quartier, tu peux en trouver à partir de 2 000 € à peu près. Par mois? Par mois.
un appartement avec 3 chambres, quelque chose comme ça, dans ce qu'on appelle Hama, qui est un peu en dehors du centre-ville, mais quand même proche du centre. Et combien coûte à peu près la nourriture pour un couple? Par exemple, combien dépense-t-on pour la nourriture? Ça dépend de comment tu manges. Eh bien, non. En général, si tu aimes le vin très cher. Environ 1000 et quelques euros par mois, plus ou moins. 1000 et quelques euros par mois, oui. Nous sommes là avec mes 2 enfants, dont mon fils. D'accord. Ça fait environ 5 personnes au total qui mangent. Ils ne sont pas là tout le mois, mais quand ils viennent, on mange ensemble. Patty, raconte-nous un peu comment se passe l'éducation des enfants ici. Shania nous a déjà raconté un peu du point de vue des jeunes, mais maintenant, du point de vue du père, et surtout d'un père qui a élevé ses enfants. En Amérique latine, comment as-tu vécu ce choc de tant de liberté que les jeunes ont ici? Même si on ne le dit pas, on porte toujours une partie de sa culture. Elle raconte que sa mère l'a élevée dans la foi catholique. Je lui demande si elle n'a pas vraiment essayé de comprendre ce que c'est réellement. À la manière dont on m'a élevée au Venezuela, eh bien, tu vois, je pense que l'important, c'est toujours de parler avec ses enfants. J'ai toujours une relation ouverte avec Shania, surtout que la culture ici est très différente. Heureusement, Shania et Sean avaient des amis qui sont tranquilles, qui viennent aussi de familles, qui sont des personnes calmes, parce que ça compte aussi. Je dis que partout dans le monde, ça a beaucoup d'importance. Quelles amitiés as-tu? Et vraiment, ils m'ont apporté cette tranquillité. Nous n'avons eu aucun problème. Le système. La question est que, bon, si elles ont un petit ami, elles vont aller à la maison, elles demandent la permission, à quel âge? Toutes ces questions sont discutées et on arrive à un accord, ce qui est normal, parce que dans notre pays, c'était toujours un peu plus tabou. Oui, bien sûr. Et on ne pouvait pas amener son petit ami à la maison tant qu'il n'était pas déjà le fiancé ou quelque chose comme ça. Shana avait déjà 16 ans quand elle a présenté son premier petit ami à la famille. Et mes parents riaient parce qu'au début, ils disaient « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il va rester ici. » Mais ça fait partie de... La culture. C'est inévitable et ils le feront secrètement. Il faut s'adapter selon le pays où l'on se trouve. En plus de Shania, il y a ton fils cadet, Sean. Qui a 15 ans. Une des choses qui m'a impressionné, c'est qu'il a déjà un travail à 15 ans. Parle-nous-en un peu. Au Danemark, il est courant de pouvoir travailler dès l'âge de 14 ou 15 ans. C'est normal qu'il commence à distribuer des journaux et qu'il soit payé pour ça, ou qu'il travaille dans un supermarché, des petits boulots comme ça, à la caisse, dans un restaurant. Je pense que c'est très important, car c'est ce que je voulais. Le service militaire t'enseigne la discipline, ce qui est très précieux. Au Venezuela, je ne sais pas si tu peux trouver un emploi dans un supermarché, par exemple, mais ici, c'est courant. On apprend la valeur de l'argent. Enseigner à un enfant la valeur de l'argent, à économiser et à gérer ses finances est important pour son avenir. Ah. Cela incroyable. Incroyable. Shania, raconte-moi un peu de pardon, Patricia. Non. Je sais que je ressemble à... Shania, dites-moi à vous les fous qui regardez cette vidéo, si Patricia ne ressemble pas à la sœur de Shania, Patricia, parle-moi un peu de ta capacité d'épargne. Parce que tu sais que l'un des sujets qui nous attire le plus l'attention quand on voyage, c'est que les gens, surtout nous qui sommes vénézuéliens, beaucoup émigrent. Et c'est vrai qu'en émigrant, ils ont évidemment une meilleure qualité de vie en termes de sécurité, de salaire, de santé, que ce qu'ils peuvent avoir au Venezuela. Mais ensuite, quand on regarde, peut-être que le plaisir ou les vacances de ces personnes finissent par être bien moindres, même pas comparables aux week-ends auxquels les Vénézuéliens sont habitués pour aller à la plage. Ils peuvent le faire, peut-être, des amis à moi qui vivent en Espagne ou qui vivent au Chili. Parce que les économies qu'ils ont, et évidemment aussi ce qu'ils dépensent dans ces pays, sont bien supérieures à ce que cela te coûterait. Je ne sais pas, aller à la plage au Venezuela, alors raconte-moi, comment c'est au Danemark ? Et je pensais qu'en général, au Danemark, beaucoup de gens voyagent, car ils en ont la possibilité. D'économiser et de voyager. On l'a beaucoup vu, évidemment, l'an dernier, après la guerre. On a remarqué que les gens ont commencé à gérer l'argent différemment, car dans beaucoup de maisons, comme la mienne, il y a du gaz qui est plus cher. Le coût de l'électricité a presque triplé, devenant très onéreux. Alors, les gens sont devenus un peu plus organisés à ce niveau-là. Mais ça a toujours été un pays, en général, où les gens ont la possibilité de voyager et de réunir de l'argent pour ça.
D'ailleurs, je pense que pour beaucoup de Danois, leur vision de la vie, c'est de voyager. Aujourd'hui, la génération moderne aime beaucoup voyager. Et nous, en particulier, nous voyageons toujours au moins 3 fois par an. Quelque chose comme ça, nous allons toujours skier ou nous partons quelque part en été. Et nous sommes allés en Espagne et aux États-Unis. Donc il y a des possibilités, il suffit juste de bien s'organiser. Patricia, pour finir, je veux que tu me dises 2 petites choses. D'abord, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre au Danemark? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de vivre au Danemark? Ce que j'aime le plus, comme je l'ai dit au début, c'est la sécurité et le fait que mes enfants puissent vraiment avoir un avenir stable ici. Et c'est tout. Après, s'ils veulent partir ailleurs, ils ont déjà une base, car c'est ce que ce pays leur offre. Tu t'habitues à l'organisation, mais aussi après, moi, c'est comme si aussi... Tu souhaites voyager et explorer de nouveaux lieux. Ils ont comme ça la possibilité d'offrir ça à mes enfants. C'est ce qui est le plus important pour moi ici, et ce que j'aime le moins. C'est le climat, Les climats. De janvier à fin février. Puis-je changer ces 2 mois-là? Il y fait très sombre, n'est-ce pas? Le froid et l'obscurité rendent les mois un peu plus lents, car tu y étais habitué. À Noël, il y a beaucoup de lumière. C'est sympa, très joli. Tu ne le ressens pas autant. Mais quand janvier arrive, c'est comme une chute. Bien sûr, d'accord. En fait, Albert nous disait qu'il y avait beaucoup de gens qui déprimaient, surtout pendant ces mois-là, à cause du froid. C'est probablement aussi dû au manque de lumière du soleil. Ici, ce n'est pas comme dans notre pays où on peut sortir et parler avec les voisins et tout le monde. Les gens sont très fermés et moins sociables de cette manière. Surtout pendant ces mois-là. Ça affecte donc beaucoup plus. C'est la seule chose que je changerais, ces 2 petits mois par an. Merci Patty, non seulement pour cet entretien, mais aussi d'avoir partagé avec nos téléspectateurs passionnés de voyage un aperçu de la vie au Danemark. Mais aussi de nous avoir donné un foyer, parce que plus qu'un simple séjour, on l'a vraiment ressenti comme un foyer ces jours-ci ici, et on est vraiment très reconnaissant encore une fois. Nous, Très heureux de vous avoir à la maison. même si nous ne sommes pas encore partis, nous avons hâte de revenir cet été pour naviguer sur les canaux en bateau. Et voilà les gars, c'est tout. Pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la vie au Danemark. Est-ce que vous seriez prêt à déménager, à tenter l'expérience d'une migration vers ce pays? Si vous avez une autre question, qu'ai-je oublié selon vous? Ou ce que vous aimeriez demander à Patty ou à Shania, laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Nous allons les lire et y répondre. Il nous reste encore environ 1 semaine ici au Danemark et nous allons aussi faire d'autres vidéos sur la nourriture, de ce que vous ne pouvez pas manquer. Si vous venez dans ce pays, restez sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en et appuyez sur le bouton. Activez les notifications. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Est-ce qu'on est en train de mourir de faim?